Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation, surtout Dr Neil Adimessi pour cette invitation. Alors, je les félicite aussi pour l'organisation de ce congrès et aussi pour le choix du thème, une dentisterie vers une dentisterie d'actualité. À mon avis, ce thème, il n'implique pas seulement les nouvelles technologies, les nouvelles approches thérapeutiques, mais ça doit englober également une autre dimension qui est souvent sous-estimée, c'est le bien-être du praticien lui-même. C'est dans cette perspective que s'inscrit la conférence d'aujourd'hui qui va porter sur la prévention des risques physiques au fauteuil dentaire. Un sujet qui va vous inciter à penser à votre santé en faisant votre pratique professionnelle. Donc, la dentisterie du futur, donc c'est pas juste une dentisterie qui est performante et innovante, mais aussi c'est une dentisterie qui est bienveillante vis-à-vis à ceux qui la pratiquent. Le plan de cette conférence, il sera comme suit. Je vais commencer par une petite introduction, puis je vais consacrer une grande partie pour les troubles musculo-squelettiques qui sont les risques les plus fréquents chez les dentistes. On va également parler des risques liés au rayonnement ionisant, les risques liés au bruit et aux vibrations, puis on va terminer par une conclusion. Alors, commençons par l'introduction. Certes, le métier de dentiste, c'est un métier qui est passionnant, mais aussi il est contraignant pour la santé. En effet, en traitant les affections bucco-dentaires, le dentiste, il doit faire preuve de précision, de vigilance et d'une bonne dextérité. Sauf que cette exigence technique, avec un contact quotidien avec les patients, il peut engendrer plusieurs risques. Donc, paradoxalement, en prenant soin de la santé bucco-dentaire de leurs patients, ils risquent également de nuire à leur santé. Donc, chez les dentistes et en cabinet dentaire, les risques professionnels, ils sont nombreux. On a tout type de risques. On a les risques chimiques par la manipulation de produits allergisants et irritants, notamment l'exposition aux amalgames, résines, aux produits désinfectants. Les risques biologiques, c'est le contact avec le sang, la salive et les aérosols. Les risques psychosociaux, stress, burn-out. Et bien sûr, les risques physiques, les TMS, le bruit et les rayonnements ionisants. Donc, devant l'importance de ces risques physiques, il est essentiel, pour une bonne démarche de prévention, de bien les comprendre. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est une sensibilisation quant aux risques physiques et comprendre comment les prévenir. Les troubles musculo-squelettiques. Alors, c'est pas une vidéo réelle, mais c'est juste pour vous dire que parfois, en étant en taux de concentration lors de notre pratique professionnelle, on adopte des positions qui sont peu naturelles. Alors, les TMS, c'est quoi? Ce sont des affections périarticulaires d'hypersollicitation, des pathologies multifactorielles à composante professionnelle qui touchent les tissus mous, notamment les muscles, les tendons, les nerfs, les vaisseaux et les cartilages, avec bien sûr des conséquences socio-économiques qui sont importantes, liées aux dépenses de soins et à l'absentéisme en milieu de travail. Les TMS, ils se manifestent cliniquement par des douleurs et une gêne fonctionnelle. Quelques chiffres clés. Les TMS, ils occupent la première place des maladies professionnelles déclarées et reconnues. Selon les dernières statistiques de la CNAM de 2023, ils représentent 90% de l'ensemble des maladies professionnelles indemnisables. Selon les données de la littérature, la prévalence des TMS du membre supérieur chez les dentistes, elle varie entre 60,1% et 93,3% selon la population. Ici, on trouve deux études tunisiennes. Les TMS chez les médecins dentistes à la clinique dentaire, la prévalence, elle était de 96,4% et cette prévalence élevée était liée surtout au nombre élevé de patients. La deuxième étude, c'est les facteurs de risque de TMS dans une population de dentistes tunisiens. La prévalence, elle était de 82,2%. Il s'agissait surtout de cervicalgie, de douleurs aux épaules, de lombalgie. Une association statistiquement significative était liée à la position de travail inconfortable. Quels sont les facteurs de risque des TMS? On trouve des facteurs de risque biomécaniques, notamment les gestes répétitifs, le travail statique prolongé, les postures contraignantes, les facteurs de risque psychosociaux, les facteurs organisationnels, notamment le rythme de travail et le manque d'autonomie, l'absence de pause, le terrain, l'âge, le diabète, les processus dégénératifs, la dysthyroïdie. Et bien sûr, on a des facteurs environnementaux qui viennent aggraver encore ces TMS qui met le froid et les vibrations.
Les localisations les plus fréquentes de TMS, alors, ils surviennent le plus souvent au niveau du dos et des membres supérieurs. On peut avoir des épicondylites, des lombalgies, des cervicalgies, des tendinites de la coiffe de rotateur, le syndrome du canal carpien. Alors, un petit mot sur le syndrome du canal carpien. Ça, c'est un rappel anatomique. Le nerf médian, il passe dans un canal osteo-fibreux. Lorsqu'on a une hypersollicitation du poignet avec l'apparition d'œdème, on a une compression de ce nerf. Ce syndrome du canal carpien, il va se manifester par des engourdissements, des fourmillements, des décharges électriques au niveau du territoire du nerf médian, les roues à le pouce, l'index, le majeur et les moitiés externes de l'annulaire. Ce syndrome peut se manifester également par des douleurs et une diminution de la force musculaire au niveau de la main et du poignet. Les symptômes, ils prédominent la nuit. Le diagnostic, il est basé sur le test de Phalen et de Tinel. La confirmation du diagnostic, il est réalisée par l'EMG des membres supérieurs. Alors, chez le dentiste, le syndrome du canal carpien, il est favorisé par la conjugaison d'extension et de flexion répétitive des doigts et du poignet, par l'utilisation prolongée de la pince pouce-index, ainsi que l'hypersollicitation du poignet, surtout lors de la tenue des instruments. Donc, chez le dentiste, à part les engourdissements, ils auront des difficultés à un certain moment à tenir les instruments par la fréquence des lâchages d'objets. Les lombalgies, la prévalence des lombalgies, elle est importante chez les dentistes. Elle varie de 44 à 58%. Dans une étude française qui évalue les rachialgies auprès de 1007 dentistes, la prévalence, elle était de 17,9%. Dans cette même étude, on a constaté également une augmentation des douleurs cervicales et lombaires en fonction de l'ancienneté professionnelle. Les facteurs de risque, c'était la station assise prolongée au fauteuil dentaire, les postures contraignantes prolongées. En fait, les dentistes, on sait qu'ils passent de longues heures dans des postures inconfortables, souvent penchées vers le patient. La prévention des TMS, c'est la partie la plus importante de cette conférence. Là, pour moi, c'est la position idéale du dentiste. Alors, pour prévenir les TMS, il faut connaître les pratiques ergonomiques. Voici quelques mesures clés. La première mesure, c'est toujours garder une position corporelle qui est correcte. Comment cette position on l'assure? En maintenant une posture droite avec les épaules qui sont détendues et les pieds à plat sur le sol. La deuxième mesure, c'est il faut toujours utiliser un siège ergonomique. On doit utiliser un siège qui est réglable et si possible mécanisé. Le fauteuil, il est au mieux réglable en hauteur et aussi en inclinaison pour les soins avec un soutien lombaire pour éviter les lombalgies. Donc, dès la conception du cabinet dentaire, dès le départ, il faut choisir des mobiliers de soins qui sont ergonomiques. Et de préférence, bien sûr, il faut utiliser des chariots de soins qui sont mobiles. La troisième mesure, le positionnement optimal du patient pour faciliter la tâche. Donc, on doit placer le patient à une hauteur confortable. Et la quatrième mesure, c'est utiliser des instruments ergonomiques. On doit choisir les outils les plus adaptés à votre main pour réduire la fatigue musculaire. La cinquième mesure, c'est faire des pauses régulières. Lors de ces pauses, on peut étirer les muscles des doigts, les muscles du dos, les muscles des épaules, pour éviter l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Toujours dans cette posture, pourquoi j'insiste sur la posture? Parce que c'est le facteur de risque le plus important des TMS chez les dentistes. Donc, la tête, elle doit être, la tête elle est inclinée vers l'avant, elle doit être alignée avec les épaules. Le torse, il doit garder toujours un axe longitudinal vertical. Les poignets doivent être en position neutre, les doigts au niveau de la zone de soin à une hauteur confortable. Les bras relâchés, les coudes en saillant, les épaules alignées avec les hanches. Les jambes et les pieds doivent être à plat sur le sol. La position assise toujours à la hauteur des genoux avec des hanches qui sont légèrement surélevées. Alors là, c'est une mauvaise posture pour le dentiste. La posture correcte, c'est celle-là. Pour le travail avec l'assistante dentaire, le rôle de l'assistante dentaire, il est très important. Elle va nous aider à mieux assurer notre travail, mais aussi à garder des postures confortables. Mais les deux positions doivent être correctes. Alors, en faisant le travail, le dentiste doit assurer une harmonisation entre la posture et la vision. Pour mieux voir les zones difficiles
ou impossible à voir, il doit utiliser un miroir dentaire. Mais avec ce miroir, l'éclairage doit être adéquat de la cavité orale. Qui marque le choix des instruments, donc l'intérêt du choix de bons instruments ergonomiques. Le tabouret assez ergonomique, c'est pour garder une posture lombaire naturelle. Les loupes binoculaires pour améliorer la vision et donc un travail en posture redressée. L'aspiration assistée et limite les postures prolongées. Le plateau latéral et mobile, il réduit les mouvements de torsion de bras. Un éclairage frontal ou focalisé pour diminuer la flexion du cou. Pour la prévention du syndrome du canal carpien, il faut toujours garder en tête que le poignet doit être en position neutre, surtout en faisant des mouvements et en manipulant les instruments de soins. Alors, pour les risques liés au bruit, en fait, lorsqu'on dit cabinet dentaire, on pense directement au risque infectieux, aux lombalgies. On oublie souvent un autre type de risque qui est souvent insidieux mais omniprésent. C'est l'exposition au bruit, c'est en fait le bruit qui est généré par les instruments. Alors, en cabinet dentaire, on a un bruit qui est répétitif, causé par diverses opérations, surtout l'aspiration, le fraisage, le dertrage ou par le compresseur. Donc, selon les instruments utilisés, que ce soit turbine, aspiration, compression ou détartreur, le niveau sonore en cabinet dentaire, il se situe en moyenne entre 78 et 85 décibels, tout en sachant que la valeur seuil du risque, elle est à 80 décibels et la valeur seuil du danger, elle est à 85 décibels. Donc, on peut avoir une fatigue auditive, d'autant plus que l'exposition au bruit, elle est fréquente et prolongée. Donc, il faut aussi souligner l'importance entre la relation entre l'intensité et la durée limite d'exposition. C'est ce que montre cette figure. Donc, pour les 86 décibels, on ne doit pas dépasser 2 heures par jour et pour le 80 décibels, on ne doit pas dépasser 8 heures par jour. Dans une étude, des mesures effectuées dans un cabinet dentaire ont montré des niveaux dangereux lors de l'utilisation, surtout de l'aspiration à grand volume. En effet, chaque instrument seul ne peut pas engendrer des dommages auditifs, mais c'est la combinaison de plusieurs instruments. Parmi les instruments incriminés, on a la turbine 74 à 104 décibels, l'aspiration 71 à 92 décibels, le compresseur, il peut aller à 70 décibels et les détartreurs ultrasoniques à 85 décibels. Alors, un petit mot sur les effets du bruit. Il faut savoir que le bruit n'engendre pas uniquement une diminution de l'acuité auditive ou bien fatigue auditive ou la surdité et les acouphènes, mais il a également des effets extra-auditifs tels que les troubles neuropsychiques, les troubles endocriniens, les troubles de la communication, même des troubles cardiovasculaires. Pour la prévention, donc afin de réduire l'intensité sonore, il est essentiel à veiller au bon fonctionnement des instruments et à une harmonisation insonorisation bien étudiée du cabinet dès la conception. Donc, par exemple, on doit toujours installer le compresseur à l'extérieur de la salle de soins et on peut également recommander le port de bouchons ou de casques anti-bruit. Maintenant, pour les risques liés au rayonnement ionisant, les examens de radiologie dentaire, comme les autres examens de radiologie, donc ils nécessitent l'emploi de films radiologiques ou de capteurs numériques en fonction des techniques utilisées. En cabinet dentaire, on peut avoir des installations radiologiques fixes intégrées à l'unité de soins, murales, plafonnées ou parfois mobiles. Donc, les examens de radiologie dentaire, ils utilisent les rayons X. Ces radiations subies, ils s'ajoutent et se cumulent tout au long de la vie. Donc, logiquement, hors prise de clisée, pas d'émission de rayonnement ionisant, sauf accident ou dysfonctionnement du générateur des rayonnements X. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'importance de la maintenance. Les effets de l'exposition au rayonnement ionisant, on a des affections oculaires, telles que la conjonctivite, la cataracte, la kératite, des radiodermites aiguës ou chroniques, des radioépithélites, les leucémies, cancers, surtout cancer de la thyroïde, anémie, leucopénie, thrombopénie et la radionécrose osseuse. Les principes généraux de la radioprotection, donc 3 principes: justification, optimisation et limitation. L'acte de radiologie doit être justifié, c'est pour l'intérêt du patient. L'optimisation, c'est maintenir l'exposition aussi faible que raisonnablement possible. La limitation, il faut toujours rester en deçà des limites réglementaires. Pour les dentistes qui sont classés dans la catégorie B, c'est 6 millisieverts par an.
Donc, les principes de prévention de façon générale, justifier la réalisation qui m'a choisir le type de cliché le moins exposant, sortir de la salle si la commande est à l'extérieur de la salle de soins, ou à minima, il faut s'éloigner autant que possible et autant que le matériel le permet. Si on utilise une télécommande, ou parfois la longueur s'éloigner autant que le matériel, la longueur du cordon du déclencheur le permet. On peut être amené parfois à porter un tablier plan B si le risque il est important. Surtout pas se positionner dans l'axe du faisceau direct du tube à rayon X et il ne faut pas placer ses doigts dans le faisceau et il faut utiliser un porte-film ou porte-capteur et demander au patient de le maintenir en bouche. Quelques autres risques physiques, un éclairage mal adapté ou trop intense au fauteuil, il peut aboutir à un éblouissement et une fatigue oculaire qui est d'ailleurs fréquente chez les dentistes. Elle se manifeste par des picotements, une rougeur oculaire, des larmoiements, des céphalées, des clignements intempestifs des paupières. Pour la vibration, donc c'est un risque aussi sous-estimé. L'utilisation de bains à ultrasons pour le nettoyage, les outils vibrants, ils peuvent à la longue, avec une exposition prolongée, engendrer des pathologies qui la tendinopathie des épaules, le syndrome du canal carpien, la maladie de Dupuytren, l'arthrose du coude et également des troubles de la circulation sanguine qui le phénomène de Raynaud et bien sûr des troubles nerveux, les fourmillements, la perte de sensibilité, voire de la dextérité. On a également en cabinet dentaire des accidents qui sont dus à l'action mécanique des instruments qui sont rotatifs parfois à grande vitesse. Des accidents également peuvent être dus à des projectiles envoyés par les instruments rotatifs, ce qui va engendrer un trauma ou des lésions de la cornée. Alors pour conclure, afin de bien prévenir les risques professionnels chez les dentistes, il faut d'abord les comprendre le mécanisme de ces risques pour savoir les prévenir. Les risques professionnels sont multiples, mais comme on a déjà dit, les TMS sont les plus fréquents. Leur impact, il est important car ils aboutissent souvent à un arrêt du travail et une mauvaise qualité de vie. Dans la première conférence sur le bien-être mental. Le bien-être mental et physique, les deux sont très importants pour une bonne pratique professionnelle. Et parce qu'une dentisterie d'actualité, c'est aussi une dentisterie et le praticien reste en bonne santé et bien sûr épanoui dans son métier. Donc, innover, c'est bien, mais préserver la santé de ceux qui innovent, c'est encore mieux. Je vous laisse avec cette routine pour la peau. Le dentiste a sa TMS Care Routine pour ses muscles et ses articulations. Parce qu'un corps en forme, c'est la base d'un geste sûr et précis. Avant le premier patient, on réveille ses muscles. 2 minutes d'échauffement. On tourne doucement la tête, on ouvre les épaules, on étire les poignets. Puis on ajuste son poste de travail, hauteur du fauteuil, lumière, instrument à portée de main. 5 minutes qui changent la journée. Entre 2 patients, on pense pause active. On roule les épaules, on relâche la nuque, on respire, on se redresse, on lève le regard. Mieux vaut 2 minutes de mouvement que 2 mois d'arrêt. Fin de journée, on détend les tensions. Étirement doux, automassage, respiration profonde. 10 minutes pour relâcher avant de rentrer léger. Comme on se brosse les dents pour éviter les caries, on fait sa TMS Care Routine pour éviter les douleurs. Prenez soin de votre posture, comme vous prenez soin de vos patients. Merci pour votre attention.